Voilà, l'enregistrement a commencé pour tout le monde. On va commencer la conférence. D'abord, merci à tous pour votre inscription à la communauté de confiance Simoneos sur Facebook et d'avoir rejoint cette conférence très attendue. Le groupe est très actif et il y a très bonne discussion, donc vraiment merci pour toutes vos contributions. Comme vous savez, bon, le groupe est encore jeune et on cherche à s'améliorer. Donc surtout, si vous avez des suggestions d'amélioration, de changements, de choses qui manquent, faites-nous savoir, soit directement dans le chat aujourd'hui, soit par email plus tard. Voilà. Alors aujourd'hui, on va être à peu près une petite centaine. Il y a déjà 50 personnes pratiquement qui nous ont joints. 100 personnes sont inscrites. Juste pour faire un petit tour d'horizon, principalement des personnes de Singapour, de Hong Kong, de Dubaï, mais aussi d'Europe et d'Australie et d'autres pays de l'Asie du Sud-Est nous ont rejoints pour cette conférence. Alors vous avez tous le micro coupé. C'est pas un problème de votre micro, c'est juste pour faciliter les échanges et toujours entendre Maud pendant sa présentation que vos micros ont été coupés. La présentation va se dérouler en deux phases. Une première phase pendant 20 minutes, une demi-heure, où Maud va donc avoir cette présentation sur la fiscalité des meublés pour les non-résidents. Et dans un second temps, une partie de questions-réponses. On va utiliser le chat pour les questions-réponses. Donc, dès que vous avez une question, même pendant la présentation, n'hésitez pas à la poser dans le chat, de sorte que dès le passage en questions-réponses, on puisse poser vos questions. Et puis, si on l'oublie, reposez-la dans le chat. Voilà. Rapide introduction d'abord. Merci beaucoup Maud pour votre disponibilité et votre participation. Pour présenter Maud rapidement à tout le monde, Maud est la directrice et cofondatrice du cabinet spécialisé en expertise comptable Je déclare mon meublé, dont je sais que plusieurs d'entre vous utilisent déjà. Elle est également l'auteur du guide pratique de la location meublée et saisonnière. Elle est diplômée notaire et aujourd'hui, à travers la conférence, donc va nous partager vraiment les éléments de la fiscalité sur la location meublée des non-résidents. Maud, c'est à vous. Oui, alors bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'en termes de déroulé, ça passe pas. Je peux pas dire. Alors, petit problème technique, ma diapo n'avance pas. Je vous demande juste une seconde. Donc, au niveau du déroulé, on va rappeler les bases de la fiscalité du meublé. Ensuite, on parlera des statuts LMNP et LMP avec les conditions, les conséquences de chaque statut et en faisant vraiment un focus sur le loueur en meublé professionnel. Et ensuite, évoquer le régime le plus intéressant pour vous compte tenu de votre situation. Alors, sur la fiscalité du meublé, vous le savez déjà, j'imagine, mais c'est vrai que les revenus, quand vous percevez des revenus locatifs sur des immeubles qui sont situés en France, vous êtes imposé sur ces revenus, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. La particularité du meublé, c'est que ce sont une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Contrairement à la location vide où si vous louez nu, en fait, ce sont des revenus fonciers. Donc là, ce n'est pas le cas. Location meublée, ce sont des bénéfices industriels et commerciaux avec deux régimes possibles, le régime micro-BIC et le régime réel simplifié. Alors, très rapidement, sur le régime micro-BIC, vous allez être par défaut à ce régime si les recettes locatives annuelles, charges comprises, sont inférieures à 72 600 €. L'avantage de ce régime, en fait, c'est que vous allez avoir un abattement forfaitaire de 50%. Donc, par exemple, vous percevez 10 000 € de recettes locatives, vous allez être imposé sur 5 000 € dans votre tranche d'imposition. Si vous avez fait la démarche de classer votre bien meublé de tourisme, donc c'est vraiment faire venir un organisme pour obtenir un classement en étoile, à ce moment-là, vous serez au régime micro-BIC si vous percevez moins de 176 200 €. Mais l'avantage en fait, du classement en meublé de tourisme, c'est que ça va vous permettre d'avoir un abattement forfaitaire de 71% au lieu des 50% évoqués précédemment. Donc, c'est un régime qui est très simple, le régime micro-BIC. Au niveau des obligations comptables et déclaratives, c'est également très simple et il suffit finalement de remplir une case sur la 2042 C Pro. Voilà. Après,
ce n'est pas un régime qui va vraiment permettre d'optimiser la fiscalité. Le vrai avantage quand on fait du meublé, et pour optimiser sa fiscalité, ça va être d'opter pour le régime réel simplifié. Donc ce régime, il s'applique par défaut si vos recettes annuelles, charges comprises, on parle toujours des loyers charges comprises, sont supérieures ou égales à 72 600 €, 176 200 si vous n'avez que des meublés de tourisme que vous avez fait classer. Mais sinon, vous pouvez opter pour ce régime. Donc l'option, elle se fait au moment de la première déclaration, c'est-à-dire vous décidez d'investir aujourd'hui dans la location meublée, vous allez au moment de la première déclaration opter pour le régime réel. Sinon, vous avez la possibilité chaque année d'opter pour ce régime et il faut le faire, l'option doit se faire avant le 1er février de l'année au titre de laquelle on souhaite bénéficier du régime. Donc par exemple, pour 2020, il faut faire l'option avant, il fallait faire l'option avant le 1er février 2020. Alors, pourquoi ce régime réel il est intéressant? C'est parce que vous allez pouvoir déduire toutes les charges. Donc, la taxe foncière, l'assurance, les factures d'entretien de réparation, les frais de gestion de comptabilité, les abonnements et les consommations qui souvent sont intégrés en meublé, sont intégrés dans le montant du loyer. Et puis, surtout, vous allez déduire les intérêts d'emprunt. Et l'avantage majeur, c'est que vous allez pouvoir déduire vos frais d'acquisition. Donc, c'est-à-dire les frais de notaire et si vous êtes passé par une agence immobilière pour acheter le bien, la commission d'agence. Donc ça, c'est vraiment déjà un plus énorme quand on fait de la location meublée, c'est cette possibilité au régime réel de déduire les frais d'acquisition, ce qui n'est absolument pas possible quand on fait de la location vide. Et le dernier avantage, et qui est vraiment l'avantage majeur quand on est au régime réel, c'est la possibilité d'amortir. Alors, on va amortir la valeur du logement, pas le terrain sur lequel va être édifiée la construction, mais la valeur du logement. Tous les gros travaux vont être amortis également et le mobilier. Donc ça, c'est vraiment l'avantage énorme d'être au régime réel simplifié. Et finalement, on s'aperçoit que quand on réalise une acquisition, le fait de pouvoir déduire les frais d'acquisition et d'amortir la valeur du logement, finalement, on ne va pas payer d'impôt sur sa location meublée pendant au moins une dizaine d'années. Et ça, quel que soit votre statut, on va venir au statut après, mais quel que soit votre statut, que vous soyez loueur en meublé non professionnel ou loueur en meublé professionnel, au niveau des charges déductibles et des amortissements, ça se passe exactement de la même façon. Voilà, donc pas d'impact quant au statut sur cet avantage du régime réel qui permet vraiment d'optimiser la fiscalité. Alors, qui dit régime réel dit quand même quelques obligations. Il y a d'abord des obligations comptables, parce qu'effectivement, il faut tenir une comptabilité, il faut établir des tableaux d'amortissement, un bilan, un compte de résultat, le fameux FEC, donc c'est le fichier des écritures comptables. On doit reporter ça sur la 2040 de ces pros. Et puis, là, je fais un tout petit spécificité pour les loueurs en meublé professionnel. Ça oblige à avoir un compte bancaire séparé. C'est la seule particularité, finalement, c'est ce compte bancaire séparé. Au niveau des obligations déclaratives, qu'on soit LMP ou LMNP, ce sera une déclaration annuelle 2031. Alors, les cases sont un peu différentes, mais le principe reste le même. Une déclaration annuelle 2031 avec les tableaux d'amortissement et la télétransmission de sa liasse fiscale à l'administration. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus lourd au niveau des obligations comptables et déclaratives, mais là-dessus, vous pouvez vous faire accompagner. Donc, en fait, c'est une difficulté qui est très facile à lever et qui permet vraiment, comme je vous l'ai dit, de pouvoir déduire toutes vos charges et d'amortir la valeur du logement, des travaux et des meubles, et ce qui permet du coup de ne pas payer d'impôts pendant au moins une dizaine d'années. Alors ensuite, comme je vous le disais, ces revenus locatifs, forcément, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc ça, étant non-résident, vous savez que c'est le même principe, c'est le même barème que pour les résidents français, avec normalement un taux minimum de 20% qui passe à 30% si le revenu net imposable est supérieur à 27 794 €. On parle de revenu net imposable, on ne parle pas de recettes locatives. Ce n'est pas parce que vous avez plus de 27 000 € de recettes que vous allez être au taux de 30%. Voilà, donc l'IR et les prélèvements sociaux sont par principe les mêmes que pour les résidents, donc avec un taux de 17,2%. Donc qui comprend la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité à 7,5%. Et
pour les non-résidents de l'Union européenne, Islande ou de la Suisse, et donc qui relèvent d'un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'Union européenne, en fait, depuis 2019, ils peuvent être soumis qu'au prélèvement de solidarité de 7,5%. Voilà, à condition de ne pas être à un régime de sécurité sociale français. Voilà. Pour bénéficier de cette exonération de CSG, CRDS, il y a 2 cases à cocher sur la 2042. C'est assez simple, mais sinon, voilà, vous êtes soumis, comme les Français, comme les résidents français, en fait, à IR et prélèvements sociaux. Alors, on parle souvent, quand on opte pour le régime réel et qu'on fait de la location meublée, on conseille généralement l'adhésion à un centre de gestion agréé, parce que ça offre plusieurs avantages. En tant que non-résident, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt pour vos frais de comptabilité, donc une réduction des 2/3 des frais de comptabilité, ça, vous ne pouvez pas en bénéficier. Par contre, en adhérant à un centre de gestion agréé, vous allez quand même avoir 2 avantages qui sont importants. Le premier étant la non-majoration de 25% du bénéfice imposable, parce qu'effectivement, si vous avez un bénéfice de 100, en fait, l'administration va considérer que ce bénéfice est de 125 et va vous imposer, donc à l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, sur 125. Donc, le fait, dès que vous avez un résultat qui devient bénéficiaire, le fait d'adhérer à un centre de gestion agréé vous évite cette majoration de 25%. Donc, c'est quand même très intéressant. Et puis, l'autre avantage, c'est que le centre de gestion agréé, c'est un organisme indépendant qui est là pour vérifier la liasse fiscale. Donc, ça vous fait une vérification de la liasse fiscale. Et surtout, en pratique, quand vous adhérez à un centre de gestion agréé, vous avez beaucoup moins de risques de faire l'objet d'un contrôle fiscal. Parce que l'administration va se concentrer sur ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas adhéré. Et donc, on a très peu de personnes qui adhèrent à un centre de gestion agréé et qui font l'objet d'un contrôle fiscal. Donc, quand même, 2 avantages pour les non-résidents à adhérer, même si voilà, vous ne bénéficiez pas de la réduction d'impôt pour les frais de tenue de comptabilité. Alors, on a vu donc comment vous étiez imposé, un régime micro-BIC, régime réel. Maintenant, on en vient au statut. Je crois que la plupart d'entre vous aujourd'hui étaient loueurs en meublé non professionnels. Donc, c'est un statut que vous connaissez déjà bien. Les conditions pour être LMNP, c'est que les recettes annuelles que vous retirez de l'activité de la location meublée au niveau de votre foyer fiscal soient inférieures ou égales à 23 000 € et ou inférieures ou égales à vos autres revenus d'activité. Donc, quand vous êtes dans cette situation, vous avez le statut LMNP. Donc, tout ce que je viens de dire précédemment reste, c'est tout à fait régime micro-BIC, régime réel, ça reste la même chose. La différence, c'est que quand vous êtes LMNP, le déficit que vous générez avec votre activité de LMNP va s'imputer pendant 10 ans sur des bénéfices tirés en tant que LMNP et uniquement sur des bénéfices que vous allez tirer en tant que LMNP. D'autre part, la valeur du logement sera toujours prise en compte pour le calcul de l'assiette d'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous avez un patrimoine immobilier en France, un patrimoine net qui est égal ou supérieur à 1 300 000 €, le logement que vous louerez en meublé, la valeur de ce logement rentrera dans l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Et surtout, si vous décidez de vendre le bien, en cas de vente, ce sera le régime de plus-value des particuliers. Le fait d'être loueur en meublé non professionnel, voilà, en cas de vente, vous êtes soumis au régime de plus-value des particuliers, où finalement, pour être exonéré d'impôt sur la plus-value, il faut détenir le bien depuis plus de 30 ans, parce qu'il y a une exonération sur l'impôt après 22 ans de détention, pas d'impôt sur la plus-value, et il faut attendre 30 ans pour être exonéré sur les prélèvements sociaux. Alors, il y a une possibilité d'exonération en cas de vente de votre résidence en France, sous certaines conditions que vous devez, j'imagine, connaître. Le plus intéressant, si vous aviez un projet de vendre le bien que vous louez en meublé, c'est de faire une simulation sur le site des notaires de France pour bien évaluer le montant de l'impôt sur la plus-value et de voir si ça peut être intéressant éventuellement de reporter un petit peu ou voilà, d'étudier la situation. Mais c'est important de toute façon,
si vous avez un projet de vente, de toujours en amont voir quel est le montant de la plus-value. Maintenant, quand devient-on LMP? Alors, on sait que les conditions ont changé depuis un arrêt du Conseil constitutionnel de 2018, puisque auparavant, il y avait 3 conditions à remplir pour être loueur en meublé professionnel. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et finalement, qui s'appliquent d'office. C'est-à-dire que vous n'avez pas la maîtrise, quelque part, vous ne pouvez pas décider de rester loueur en meublé non professionnel. Si vous remplissez ces 2 conditions, vous basculez automatiquement loueur en meublé professionnel. Donc, ces 2 conditions, c'est d'avoir des recettes annuelles toujours au niveau du foyer fiscal, supérieures à 23 000 € et que ces recettes soient supérieures aux autres revenus d'activité de votre foyer fiscal. Donc, quand on parle des recettes, c'est important de bien définir ce que ça comprend. Donc, ce sont tous les loyers acquis, charges comprises. Donc, vraiment, c'est important, si dans le contrat de location, vous distinguez le loyer et les charges, c'est vraiment loyer avec les charges. Et ça, quel que soit le lieu de situation de l'immeuble qui est destiné à la location meublée, y compris à l'étranger. Donc, je prends un exemple, si vous avez investi dans l'immobilier au Portugal ou en Espagne, par exemple, pour faire de la location meublée de courte durée, les recettes que vous tirez de ces immeubles à l'étranger sont pris en compte pour savoir si vous dépassez les 23 000 € de recettes annuelles. D'autre part, il faut que ces recettes annuelles soient supérieures aux autres revenus d'activité de votre foyer fiscal. Alors, qu'est-ce que c'est que les autres revenus d'activité? Eh bien, c'est les revenus qui sont soumis à l'impôt sur le revenu en France. Donc, si vous avez des revenus, donc c'est dans la catégorie des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui ne sont pas ceux tirés de la location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus que vous percevrez en tant que gérant ou associé. Mais j'insiste sur le fait que c'est des impôts, c'est des revenus qui doivent être soumis à l'impôt sur le revenu en France. Sinon, on n'en tient pas compte. On ne tient pas compte non plus des revenus fonciers. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine immobilier que vous louez vide, les revenus que vous tirez de ces locations vides ne sont pas pris, ça ne représente pas des revenus d'activité, ce n'est pas considéré comme des revenus d'activité, et donc ils ne sont pas pris en compte pour savoir si vos recettes sont supérieures à vos revenus d'activité. Et on tient compte du revenu net dans chacune de ces catégories. Alors, vous me direz, c'est complètement incohérent de comparer des recettes annuelles, charges comprises, à des revenus nets, mais c'est bien ce que prévoit la loi, même si, effectivement, fiscalement, ça paraît… un esprit un peu critique se dirait, c'est pas logique de comparer des recettes à des revenus nets, mais c'est bien ce que prévoit le texte. Voilà, donc si vous remplissez ces 2 conditions, automatiquement, vous devenez loueur en meublé professionnel, vous n'avez aucune démarche à effectuer, et voilà, vous basculez loueur en meublé professionnel, et donc on peut se retrouver dans une situation où une année on est LMNP, l'année suivante on est LMP, et puis on rebascule à LMNP, etc., d'une année sur l'autre en fonction des recettes qu'on va percevoir et des revenus d'activité éventuels qu'on peut avoir en France. Alors, quelles sont les conséquences du statut LMP? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh là là, je ne veux surtout pas devenir LMP, ça peut impressionner. En fait, ça offre plutôt des avantages. Il y a 3 points qui sont importants qu'on va voir. C'est l'imputation des déficits, l'exonération éventuelle d'IFI et les plus-values professionnelles. Si vous êtes LMP, le déficit que vous allez dégager de l'activité, vous allez avoir la possibilité de l'imputer sur votre revenu global sans limitation de montant. Donc ça peut être clairement un avantage. Donc si votre revenu global n'est pas suffisant en France, l'excédent que vous auriez, le déficit que vous tirez de l'activité en tant que LMP, vous allez pouvoir le reporter sur le revenu global des 6 années suivantes. Donc on n'est pas limité. Le revenu global, vraiment, ça comprend tout. Si jamais vous avez des traitements et salaires en France, si vous avez des revenus fonciers, etc., votre déficit constaté en tant que loueur en meublé professionnel, vous allez l'imputer sur ce revenu global, alors que, je rappelle, si vous êtes non professionnel, le déficit, vous ne pouvez l'imputer que sur des revenus tirés de la location meublée en tant que non professionnel.
Ensuite, autre avantage éventuel, c'est que les biens peuvent être considérés comme des biens professionnels. Mais attention, dans ce cas-là, il faut que l'activité de location meublée soit vraiment votre activité professionnelle principale, ce qui finalement est rarement le cas. C'est une condition qui a été ajoutée par l'administration et quelqu'un qui a un emploi à temps plein, qui a une activité professionnelle à temps plein, on ne considérera jamais que du coup l'activité de location meublée est son activité principale. Il faut que les recettes soient supérieures à 23 000 € et la dernière condition, il faut que les revenus nets que vous tirez de l'activité de location meublée, et là on ne parle pas des recettes comme pour savoir si vous êtes LMP ou LMNP, on parle bien des revenus nets, il faut que les revenus nets représentent 50% de vos revenus professionnels. Voilà. Donc si vous remplissez ces conditions, l'avantage c'est que le logement ou les logements que vous destinez à la location meublée ne rentreront pas dans l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune. Donc, ça vous permet de les sortir, ce qui est un avantage qui peut être, qui a tout son intérêt. Et le dernier point important, la dernière conséquence, et c'est vraiment la plus importante, c'est au niveau de la plus-value. Parce que si vous êtes loueur en meublé professionnel, si vous décidez de vendre, la plus-value ne sera plus celle des particuliers, mais celle des professionnels. Et donc, qui dit plus-value professionnelle, dit décomposition. En fait, on décompose en plus-value à court terme et en plus-value à long terme. La plus-value à court terme, ça correspond aux biens que vous détenez depuis moins de 2 ans ou aux amortissements. La plus-value à long terme, c'est le reste. Donc, si on prend un exemple, vous achetez un bien 100, vous l'avez amorti à hauteur de 20, donc vous avez une valeur nette comptable de 80, vous le revendez 4 ans plus tard 200, vous aurez une plus-value de 120, 200 moins ma valeur nette comptable de 80, ça me fait 120 de plus-value. Sur ces 120 de plus-value, ce sera de la plus-value à court terme à hauteur de 20, qui correspond aux amortissements, et de la plus-value à long terme à hauteur de 100. Alors, au niveau de l'imposition de ces plus-values, il faut savoir que la plus-value à court terme, c'est comme du résultat. Donc, vous allez être imposé à l'impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux. D'accord ? La plus-value à long terme, vous allez être imposé à 30%. En fait, ça se décompose en impôt sur la plus-value d'un montant de 12,8%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%, sauf si vous pouvez bénéficier d'une exonération des prélèvements sociaux, comme on l'a vu précédemment, compte tenu de l'endroit où vous vous trouvez, si vous pouvez être soumis uniquement au prélèvement de 7,5%. Mais voilà, sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que la plus-value professionnelle, on décompose plus-value à court terme comme du résultat, plus-value à long terme, on est imposé à 12,8 plus les prélèvements sociaux. Par contre, un des avantages majeurs quand vous êtes loueur en meublé professionnel, c'est que vous pouvez bénéficier d'une exonération de la plus-value si vous avez statut de loueur en meublé professionnel pendant 5 ans. Si vous êtes loueur en meublé professionnel pendant 5 ans, le jour où vous vendez et que vos recettes annuelles tirées de la location meublée sont inférieures à 90 000 €, à ce moment-là, vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value et des prélèvements sociaux. Donc, ça peut se révéler, en fait, compte tenu de vos situations, ça peut se révéler très avantageux, comme ça peut se révéler pénalisant, parce que vous pouvez être plus fortement imposé. Donc, vraiment, la différence majeure entre LMP et LMNP, c'est vraiment au moment de la revente et de bien faire attention et d'anticiper, si vous décidez de céder un bien qui était destiné à la location meublée, de savoir comment vous allez être imposé. Et si l'impôt sur la plus-value professionnelle se révèle désavantageuse, s'arranger pour basculer LMNP, avoir le statut LMNP le jour où on vend. Voilà. Alors ensuite, donc ça va être assez fréquent d'avoir un passage de LMNP à LMP. Donc, ce passage, finalement, au niveau des modalités d'amortissement, il n'y a pas d'incidence. Les amortissements se pratiquent de la même façon. De la même façon, les charges qu'on va déduire, toutes les charges qui sont déduites, c'est la même chose qu'on soit loueur en meublé professionnel ou non professionnel. Au niveau des déficits, ça va avoir un impact. Parce que le déficit que vous avez généré en tant que loueur en meublé non professionnel, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez l'imputer que
sur des bénéfices que vous faites en tant que non professionnel. Donc, si vous passez de LMNP à LMP, le déficit généré, vous ne pourrez plus, que vous avez généré en tant que loueur meublé non professionnel, vous ne pourrez pas l'imputer ni sur votre revenu global, ni sur votre bénéfice que vous générez en tant que loueur en meublé professionnel. Par contre, si dans les 10 années, vous redevenez loueur en meublé non professionnel et que vous avez des déficits antérieurs non professionnels que vous n'aviez pas encore imputés, vous pourrez le faire sur le bénéfice que vous allez constater en tant que non professionnel à nouveau. Voilà. À l'inverse, si vous êtes loueur en meublé professionnel et que vous devenez non professionnel, le déficit que vous n'auriez pas pu imputer sur votre revenu global, vous allez pouvoir l'imputer, comme vous pouviez l'imputer pendant 6 ans sur votre revenu global. Le fait de basculer LMNP, le déficit constaté en tant que LMP pourra toujours être imputé sur votre revenu global. Voilà. Donc, autant ça peut être pénalisant quand on passe de LMNP à LMP. Par contre, quand on passe de LMP à LMNP et qu'on aurait du déficit en tant que loueur en meublé professionnel qu'on n'aurait pas imputé sur le revenu global, on pourra le faire dans les 6 années suivantes, même si on poursuit l'activité en tant que loueur en meublé non professionnel. Au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, je vous l'ai dit, ça peut avoir une incidence si vous remplissez les conditions. En fait, quand vous êtes loueur en meublé professionnel, les logements que vous destinez à la location meublée peuvent être considérés comme biens professionnels et à ce titre sortir de l'assiette de calcul de l'IFI, ce qui n'est absolument pas possible si vous êtes non professionnel. Et puis, l'incidence majeure, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est vraiment d'anticiper la vente ou la cession d'activité, de bien anticiper l'incidence au niveau de la plus-value, compte tenu du statut que vous auriez au moment de cette cession. Voilà. Parce que ça peut être un vrai avantage comme un vrai inconvénient de vendre en tant que loueur en meublé professionnel. Ensuite, on a régulièrement des questions sur les cotisations sociales. Aujourd'hui, et depuis 2017, en fait, le loueur en meublé n'a plus à s'inscrire au registre du commerce et des sociétés et n'a pas à s'affilier à la sécurité sociale des indépendants, sauf si les recettes qu'il perçoit de la location meublée, ce sont des recettes tirées d'une location meublée de courte durée à une clientèle de passage. Donc, si vous ne faites que de la location saisonnière, de la location de courte durée, et que vous en tirez plus de 23 000 €, à ce moment-là, 23 000 € par an, à ce moment-là, théoriquement, il faut s'affilier à la sécurité sociale des indépendants. Mais on a eu une réponse ministérielle très intéressante qui nous dit que cette obligation d'affiliation n'existe pas si vous confiez la gestion de votre logement à un professionnel de l'immobilier, donc un administrateur de biens, qui a son siège social en France. Donc, si vous achetez un bien en France pour faire de la location meublée de courte durée, que vous en retirez plus de 23 000 €, mais que vous avez un mandat de gestion signé avec une agence immobilière en France, vous n'avez pas cette obligation d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants. Voilà. Alors qu'antérieurement, avant 2017, effectivement, dès qu'on était loueur en meublé professionnel, on était obligé de s'inscrire à la sécurité sociale des indépendants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est que si vous faites de la location meublée de courte durée, que vous en retirez plus de 23 000 € par an. Donc, si vous avez un mix location courte durée, location meublée traditionnelle, dans la mesure où sur la location meublée de courte durée, vous ne dépassez pas 23 000 €, vous n'avez pas cette obligation d'affiliation et donc vous n'êtes pas sujeté aux cotisations sociales. Et en plus, avec la réponse ministérielle dont je vous parlais, si vous confiez un mandat de gestion, ce qui est quand même souvent le cas quand on est non-résident, généralement on confie les clés à un administrateur de biens, et bien à ce moment-là, vous n'avez pas cette obligation de vous affilier. Donc en fait, ça ne veut pas dire, si vous basculez loueur en meublé professionnel, que vous allez être soumis aux cotisations sociales. D'autre part, même si vous remplissiez les conditions pour être assujetti aux cotisations sociales, il faut savoir que si votre résultat est nul, en gros, vous avez une cotisation minimale de l'ordre de, ça va entre 1 100 et 1 500 €. Donc, c'est souvent le cas quand on opte pour le régime réel. Généralement, on arrive à écraser le résultat grâce aux amortissements et avoir un résultat nul pendant, je vous disais, une dizaine d'années. Donc, souvent, vous n'allez avoir que la cotisation minimale.
Si jamais vous avez un résultat bénéficiaire, à ce moment-là, vous êtes soumis, généralement, c'est de l'ordre de 35%, quand même les cotisations représentent de l'ordre de 35% du résultat. Si jamais vous étiez dans cette situation, le plus simple, c'est quand même de faire une simulation sur le site de l'URSSAF. Voilà, vous pouvez très facilement faire la simulation du montant des cotisations à payer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les cotisations sociales. Alors après, la question qui se pose souvent, c'est celle du passage. J'ai un bien que je loue aujourd'hui en location nue et finalement, le meublé, on l'a vu, est intéressant fiscalement et permettrait d'optimiser ma fiscalité et comment je passe de nu au meublé. Alors, il y a deux choses essentielles. C'est qu'il faut avoir en tête que d'une part, la localisation est très importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une demande de logement meublé partout en France. Il y a une demande de location meublée dans les grandes villes et dans les zones touristiques. En dehors, il y a quand même moins de demandes. Donc, il faut bien se renseigner pour savoir si ça vaut le coup un logement que vous auriez aujourd'hui en location nue. Si vous décidez de le passer en location meublée, est-ce que vous allez avoir des clients, des locataires? Deuxième critère, il faut évidemment meubler et équiper votre logement. Donc ça, aujourd'hui, on a un décret qui fixe la liste du mobilier qu'il faut absolument trouver pour que la qualification de meublé soit retenue. Il y a 11 éléments de mobilier et d'équipement. C'est vraiment une liste à minima, c'est-à-dire que pour toucher la clientèle, c'est toujours mieux d'avoir un équipement plutôt plus avec une connexion Internet. Voilà, il y a un lave-linge, un lave-vaisselle. Ce sont évidemment des éléments qui sont importants pour séduire la clientèle du meublé. Voilà, donc ça, c'est les deux critères. Après, au niveau des incidences fiscales, il faut faire attention si vous avez réalisé un déficit foncier au cours des 3 dernières années. Si vous décidez de basculer en location meublée, parce que vous êtes sur un changement de locataire, ou voilà, si vous avez eu un déficit foncier au cours des 3 dernières années, vous allez avoir l'obligation de rembourser l'économie d'impôt réalisée. Donc, il vaut mieux ne pas avoir eu de déficit foncier les dernières années. De même, il ne faut pas avoir réalisé un investissement avec un engagement de louer en nu. C'est-à-dire, il y a parfois, vous réalisez au titre d'un dispositif fiscal lors de l'acquisition du bien, type du flot, ou voilà, vous avez pris l'engagement de louer en nu. Donc à ce moment-là, si vous basculez sur la location meublée, l'inconvénient, c'est que ça va remettre en cause l'avantage fiscal obtenu. Mais sinon, il n'y a pas d'autre incident. C'est-à-dire que vous passez du nu au meublé, ça ne va pas entraîner une imposition de la plus-value, ça ne va pas entraîner le paiement de droits d'enregistrement. Voilà, normalement, il n'y a pas d'incidence fiscale, sauf si vous avez réalisé du déficit foncier, il faut faire attention. Voilà, mais si votre bien se situe dans une ville où il y a une demande de logement meublé, ça peut valoir le coup de basculer du nu au meublé de manière à bénéficier de la fiscalité du régime réel. Parce qu'effectivement, ce régime réel, nous on constate, c'est quand même avantageux, plus avantageux dans 85% des situations. Alors, la difficulté au régime réel, comme je vous l'ai dit, c'était un peu les contraintes au niveau de la comptabilité et de la déclaration. Voilà, donc c'est vrai que nous, on a développé Je déclare mon meublé, JD2M, pour accompagner les propriétaires qui se posent la question. La première étape, si c'est un bien que vous avez depuis quelques années, c'est d'utiliser notre simulateur qui est gratuit pour être sûr du régime d'imposition entre microbique et réel. Que je vous le disais, le régime réel est souvent plus intéressant, mais il faut quand même le valider si vous êtes propriétaire depuis un certain nombre d'années. Si vous investissez demain pour faire de la location meublée, il est clair que le régime réel sera plus intéressant du fait de la possibilité de déduire les frais d'acquisition et tout ce qui est droit d'enregistrement, frais de notaire, commission d'agence, c'est sûr que ce sera plus intéressant d'être au régime réel. Voilà. Mais vous pouvez utiliser le simulateur pour voir régime microbique, régime réel, quel sera le plus intéressant. Et après, si vous êtes au régime réel, c'est vrai qu'on propose 2 offres d'accompagnement. Certains d'entre vous les connaissent déjà. Une offre qu'on appelle essentielle, qui en fait, c'est une offre qui vous permet d'utiliser le logiciel de comptabilité en ligne. Vous bénéficiez également d'un support téléphonique. C'est un logiciel qui est très simple, vraiment presque intuitif. Ça vous permet de réaliser votre pièce fiscale en 1h30.
Voilà, une heure et demie. C'est une formule qui est très économique. C'est vrai que c'est la formule la moins chère du marché et vous êtes complètement autonome. Et ensuite, on a une offre qu'on a appelée l'offre intégrale où en fait, là, vous confiez vraiment la déclaration de votre fiscalité à l'expert comptable, donc qui va établir l'alias fiscal pour votre compte et qui va la télétransmettre au service des impôts. Donc voilà, un accompagnement où vous êtes en autonomie, où vous utilisez le logiciel de comptabilité, et un accompagnement où vous transmettez les pièces à votre expert comptable dédié et c'est lui qui va s'occuper de tout. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de l'accompagnement. Il ne faut pas hésiter donc à vous rendre sur notre site jedéclaremonmeublé.com pour poser vos questions. On a aussi un guide de la location meublée non professionnelle en ligne où vous trouverez une mine d'informations sur la fiscalité. Voilà. Merci Maude. Présentation très complète qui a permis de démystifier le LMP pour la plupart d'entre nous. Donc, on commence à avoir des nœuds au cerveau dans tous les algorithmes fiscaux inventés en France. Il y a pas mal de questions. Merci beaucoup et je vais essayer de les synthétiser par groupe de questions qui sont arrivées. À un moment donné, vous abordez le CGA et donc il y a 2-3 questions autour du CGA. Dans un premier temps, c'est savoir exactement ce que c'est qu'un CGA. Est-ce que c'est un comptable? Est-ce que c'est un organisme d'audit? En gros, en quoi ça consiste. Deuxièmement, c'est savoir si on peut adhérer à tout moment au CGA ou s'il faut y adhérer dès le début de la mise en location et avoir une idée du coût également que représente un CGA. Oui, alors, le CGA, en fait, c'est des associations. Ce sont des experts comptables. C'est un peu, ça a été mis en place pour finalement faire le travail des impôts, parce qu'ils vérifient les liasses fiscales. Ça n'a pas un coût très important, c'est de l'ordre de 150 €, enfin entre 100 et 150 € en fonction des centres de gestion agréés. Mais leur mission, voilà, ça va vraiment être de contrôler la cohérence de l'alias fiscal et de faire les vérifications. Vous m'avez demandé le coût et puis il y avait une autre incidence, c'était le… Est-ce qu'on peut adhérer à tout moment? Oui, alors non, on ne peut pas adhérer à tout moment. Il faut le faire dans les 5 premiers mois de l'année. Ça, c'est important. Donc, voilà, il faut le faire dans les 5 premiers mois de l'année ou quand on débute l'activité, effectivement, on peut adhérer à ce moment-là. Mais pour bénéficier des avantages du centre de gestion agréé, normalement, voilà, ça se fait, il y a une date, une deadline qu'il faut respecter. Très bien, merci. D'autres questions sur le passage du nu en meublé que vous avez abordé rapidement. Donc, pour savoir, dans un premier temps, si on a un bien qu'on a acquis il y a plus de 10 ans, qui n'a jamais été loué et qu'on se met à louer en meublé, est-ce qu'il va pouvoir être amorti et si oui, comment? Une autre question, c'est si une personne attend d'avoir amorti d'avoir défiscalisé tout le déficit foncier qu'il peut avoir au début d'un bien qui est loué en nu, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués dedans. Comment ça se passe quand on passe en meublé? Alors c'est vrai que le passage du nu au meublé, quand c'est un bien dont on est propriétaire donc depuis plusieurs années, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va commencer à amortir à la valeur vénale au jour du passage au régime réel, au jour où on commence la location meublée. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire depuis 10-15 ans, votre bien forcément il a pris de la valeur, vous l'avez acheté 100 000, aujourd'hui il en vaut 200 000, vous allez amortir à 200 000 €. Et c'est les mêmes tableaux d'amortissement que si vous veniez d'acheter. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage. Et c'est pour ça que même si on n'a pas les frais d'acquisition, ça peut être extrêmement intéressant de passer du nu au meublé et de bénéficier du régime réel parce qu'effectivement, on va amortir sur la valeur vénale. Voilà. Alors, par contre, ceux qui auront déjà fait un peu de régime microbique, c'est vrai que normalement, on doit prendre la valeur au moment où on a commencé la location meublée, parce qu'on considère que l'amortissement fait partie du forfait de 50% ou de 71% si on fait de la location meublée de courte durée et qu'on a fait classer son bien. Donc voilà. Mais effectivement, quand on passe du nu au meublé, on va pouvoir avoir ces avantages-là. Et si on a fait du déficit foncier, on passe tout son déficit foncier
Une fois que c'est terminé, on peut basculer en location meublée et démarrer les tableaux d'amortissement comme si on venait d'acheter. Donc, c'est vrai que ça peut être un vrai avantage fiscalement, et c'est pas parce qu'on est propriétaire depuis plusieurs années que la location meublée n'est pas attrayante fiscalement. D'accord, super. Donc, on sait qu'on peut se rapprocher de vous si quelqu'un ou si les personnes qui sont dans ce cas pour avoir une étude personnalisée très précise. D'autres questions à propos de l'exonération, je dirais de l'imposition à la revente d'un LMP au bout de 5 ans. Alors, les questions, j'essaie de les synthétiser. On demande est-ce que c'est 5 ans pour l'ensemble des biens ou bien par bien que cette exonération va avoir lieu? Si une personne bascule plusieurs fois de LNMP à LMP dans une période assez longue, comment sont calculés les 5 ans? Et dernière question qui est un peu complémentaire, si une personne pendant 5, 10 ans était en LMP, est-ce qu'il peut passer juste une année en LNMP afin de bénéficier cette fois du calcul de la plus-value en mode non professionnel? Particulier. Ouais. Alors sur Voilà. la dernière question, oui. Ça, c'est ce qui est fou, c'est que c'est vraiment le statut que vous avez le jour où vous vendez. Donc si vous êtes LMNP le jour où vous vendez, même si vous avez été 15 ans loueur en meublé professionnel, vous vendez en tant que LMNP, vous serez imposé à la plus-value des particuliers. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose à anticiper pour savoir comment je vais être imposé en tant que loueur en meublé professionnel ou en tant que non professionnel, et adapter la quantité de location qu'on fait pour être au-dessus ou en dessous du seuil de 23 000 euros, de manière à choisir son statut l'année où on vend pour ne pas faire de boulettes. Ensuite, l'exonération, faut avoir été loueur en meublé professionnel pendant 5 ans. Le jour où on vend, si on est LMP et qu'on a cumulé 5 années en tant que loueur en meublé professionnel, normalement, on bénéficie de l'exonération. Très bien. Voilà. Et la première question, c'était sur… La première question, c'était qui, au bout de 10 ans, passage de l'un à l'autre? Non, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. C'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça, je crois que c'est ça. Mais il y a une autre question, bien évidemment, comme c'est la fiscalité aujourd'hui, vous et l'IFI fait partie des questions. Donc, vous parlez du statut de LMP, l'exonération de l'IFI et 50% des revenus. Alors, la question qui se pose pour les non-résidents, c'est est-ce que c'est 50% des revenus en France ou est-ce que les revenus à l'étranger sont aussi pris en compte? Pour un non-résident, revenu professionnel en France. C'est la même. Voilà. Donc, c'est effectivement. Donc, est-ce que ça veut dire que pour un non-résident qui n'a aucun revenu en France, qui est en LMP du fait des 23 000 euros et des autres conditions, ça sera automatiquement enlevé de l'IFI, son patrimoine immobilier? Non, justement, ça ne pourra pas être considéré comme bien professionnel parce qu'il ne remplira pas la condition. D'accord. Et dans ce cas-là, pardon, peut-être qu'on peut revenir sur le slide et puis les personnes qui ont des questions peuvent profiter du chat pour reprendre les questions. Voilà. Donc, il faut que les revenus nets tirés de l'activité représentent plus de 50% des revenus professionnels. Donc, si on n'a aucun revenu professionnel en France parce qu'on est non-résident, ça sera forcément plus de 50%. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même… la problématique, c'est quand même qu'il faut que ce soit l'activité professionnelle principale. Donc, il faut pouvoir… et ça, c'est une condition qui est vraiment embêtante parce que ça va être du cas par cas, en fait. Et c'est pas très bien défini, d'ailleurs. C'est repris dans le BOFIP, dans la documentation de l'administration fiscale, et c'est pas véritablement dans le texte de loi, c'est pas aussi clairement précisé que dans le BOFIP, mais ce qu'ils disent, c'est que quelqu'un qui a une activité professionnelle à temps plein, j'ai un contrat de travail avec un temps plein ou même un 4/5e, l'activité de location meublée ne pourra jamais être considérée comme mon activité professionnelle principale, et donc à ce titre, les biens que je vais avoir en location meublée ne sortiront pas de l'assiette d'imposition à l'IFI. Donc ça, c'est vrai que les conditions pour être exonéré d'IFI se sont durcies ces dernières années.
D'accord. Ouais, il y a quelqu'un qui sort un extrait des impôts qui pourrait contredire. Donc, je pense que c'est un sujet à creuser dans le détail. Donc, autour de l'IFI, ça peut être assez compliqué. Mais de toute façon, si je comprends votre message, c'est que s'il y a encore moyen d'échapper à l'IFI, il y a plutôt une volonté de faire en sorte que les non-résidents restent dans l'IFI malgré ça. Une autre Mhm. question sur les cotisations sociales. Donc, vous avez très bien expliqué le fait que dans la plupart des cas, donc on n'aura pas à payer de cotisations sociales et au SSI. Mais si on fait la démarche de vouloir déclarer des cotisations sociales, notamment à l'URSSAF, est-ce que les trimestres vont compter au niveau de la retraite dans ce cas-là? Alors, pour les non-résidents, c'est une bonne question. Vous n'êtes Parce pas que c'est obligé d'avoir vrai la que, réponse, hein. ouais. Pour, normalement, même quand on est au forfait mini, donc les 1500 euros dont je parlais, quand on a un résultat qui est nul, Mhm, effectivement, ça permet de valider 3 trimestres de retraite. mhm. Maintenant, Bon, il faut on va voir avec prendre note. l'URSSAF. Ouais, Pour les mm, mm. non-résidents, c'est pas sûr que ça fonctionne. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est vraiment sur le site. Enfin, voilà, le site de l'URSSAF est quand même très bien fait. Leur simulateur est très bien fait. Et voilà, faut pas hésiter à les Mm. contacter. Et je sais que aujourd'hui, il y a des non-résidents qui remplissent les conditions pour normalement s'assujettir à la sécurité sociale des indépendants et que l'URSSAF refuse. Donc voilà, c'est quand même Ah. c'est assez nouveau Et en plus, ils sont cette sympas avec obligation. nous. Ok. Voilà, et Hmm. c'est pas toujours, c'est assez complexe. Et ce qui est important, c'est d'avoir dans ce cas-là, quand vous remplissez les conditions de recettes, hein, et que c'est bien de l'allocation de courte durée et que vous voulez vous assujettir à la sécurité sociale des indépendants et qu'ils refusent, c'est de bien garder le courrier de refus pour justifier, si un jour on vous dit bah, attendez, vous n'avez pas payé les cotisations sociales, de pouvoir justifier que bah, ce n'est pas de votre fait, que vous étiez de bonne D'accord. foi et Hmm, que hmm, c'est l'URSSAF qui a refusé. hmm. Oui, oui, tout à fait. Je pense que là, la question, c'est plutôt des personnes qui seraient volontaires pour payer Oui, qui les sera intéressé, mais cotisations ça faut. Ouais. afin d'avoir des trimestres de retraite. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que apparemment c'est oui pour la retraite, donc ça sera un autre bon sujet à creuser avec le superbe site de l'URSSAF, où on ira donc passer un peu de temps. Quelques questions plus tactiques sur je veux dire, les frais de je déclare mon meublé. Donc, il y a une question si les prix que vous avez présentés étaient par mois ou par an. Donc, c'est bien par an qu'il faut l'entendre. Si, C'est par si, an. si les Ouais. prix sont les mêmes pour, comment dire, pour un ou plusieurs appartements, un ou plusieurs biens, ça Alors, change. alors l'offre essentielle, c'est 249 euros, quel que soit le nombre de biens, hein. Et l'offre intégrale, c'est 549 euros plus 100 euros supplémentaires par bien supplémentaire, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est votre tarification. Elle reste la même avec le LMP? Oui, ça va être la même chose. Et donc, les LMP, on les prend à partir de cette année fiscale. Donc, ce sera pour 2021 sur les revenus perçus en 2020. Les deux offres seront accessibles, sauf en cas de cession d'un bien. Donc, vous vendez un bien en 2020. À ce moment-là, on ne pourra pas le gérer, enfin, ça ne sera pas gérable sous l'offre essentielle. Le logiciel ne suffira pas. Il faudra passer D'accord. par la formule expert comptable. D'accord, très clair. Donc ça rejoint une autre question que j'ai gardée pour la fin, que j'avais plutôt oublié. C'est donc on a bien compris qu'on passait automatiquement de LNMP à LMP finalement tous les ans en fonction de sa Mhm. situation. Donc quelqu'un, voilà. Et la question c'est mais depuis quand cette bascule a eu lieu? Alors, théoriquement, c'est depuis 2018, hein, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui a supprimé la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés et qui a laissé les deux conditions de revenus, de recettes. Maintenant, c'est assez étonnant, mais le législateur a pondu un texte de loi où il dit que c'est applicable à compter des revenus du 1er janvier 2020. D'accord, Donc, c'est-à-dire que si pour 2019, vous remplissiez les conditions pour être loueur en meublé professionnel et que vous avez fait en tant que loueur en meublé non professionnel, c'est tout à fait possible puisque dans la mesure où dans la loi de finances, ils ont prévu que c'était applicable à compter du 1er janvier 2020, il n'y a pas de souci. d'accord. Voilà.
Donc, Mais juridiquement, c'est comme si on ignorait complètement la décision du Conseil constitutionnel, ce qui est une aberration en soi. Mais bon, voilà. d'accord, bah, on va faire avec. Donc, on comprend bien, donc, année 2020, déclaration mars, avril 2021 ou mai, quelque chose comme ça, c'est bien ça? Oui, ce sera D'accord, au début mai 2021, sachant que généralement, il y a quand même 15 jours de… voilà, c'est plutôt d'accord. mi-mai, mais il Alors, faut se peut-être préparer quand même pour début mai. j'en profite, c'est que je sais en utilisant vos services que donc quand se rapproche la date fatidique, il y a de plus en plus de demandes et que vos comptables sont de plus en plus pris. Donc bah, c'est un message à tout le monde. Voilà, vaut mieux anticiper. Comme ça, on fait ça Oui. tranquillement et on est sûr d'être prêt à temps. Et voilà, ça peut être un peu compliqué, il peut manquer une pièce, on a peut-être une question à poser. C'est jamais bien d'y être la veille. Alors, il y a d'autres questions qui sont venues ou qui étaient déjà venues, peut-être que j'avais, et je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas, je vais vous la poser. Donc, est-ce qu'il y a un avantage fiscal de passer sur un montage SCI ou SARL de famille plutôt qu'un montage classique LMP d'après vous? Enfin, donc meublé, plus Alors, exactement. SCI, c'est plutôt à éviter parce que la SCI, une SCI qui fait du meublé, bah, ça ne fait pas très bon ménage. En principe, la SCI va passer à l'IS, donc sera soumise à l'impôt sur les sociétés. On perd la transparence fiscale en fait, qu'on peut avoir avec une SCI. Une SCI, c'est des sociétés qui sont, bah, comme leur nom l'indique, hein, l'objectif c'est civil. Or, la location meublée, c'est considéré comme une activité commerciale. Donc, en fait, si on fait du meublé dans une SCI, à moins que ça reste, il y a une tolérance si les recettes tirées du meublé restent inférieures à 10% des recettes de la SCI. Mais sinon, vous allez basculer à l'IS, ce qui n'est pas forcément intéressant. La SARL de famille évite cet écueil. Après, c'est vraiment, faut vraiment faire une étude de la situation patrimoniale. Voilà, quel est l'intérêt pour quelles raisons vous envisagez une SARL de famille? Est-ce que c'est pour faciliter la transmission à des Mhm. enfants éventuellement? Voilà, ça c'est un montage qui nécessite en fait une étude de votre situation patrimoniale. D'accord. Alors, je demande à tout le monde, là, je vais le taper, s'il y a des dernières questions avant de vous laisser pour la journée. On va demander un peu à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation à la fois très complète et vos réponses très claires et synthétiques. Merci à vous. Je vois que apparemment il n'y a plus de questions. Ah non, merci à tous les deux. Donc, je vois qu'il n'y a que des remerciements. Donc, on a répondu, je pense, à 90% des questions. Encore un grand merci, Maude. Un grand merci à tous les membres d'Imoneos. Cette présentation est enregistrée et donc si vous voulez la revoir le soir avant de vous endormir, ça va être disponible très très prochainement. Non mais plus sérieusement, si vous avez des amis autour de vous, parce que je sais que le nombre de places a été limité, qui veulent répondre aux mêmes questions, envoyez-leur le lien pour avoir le replay. Maud, merci beaucoup. Excellente journée Merci et à excellente vous. journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.